Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous exposer une problématique qui, à mon sens, est extrêmement importante et qui va sans doute bouleverser de nombreuses facettes de la procédure prud'homale et même du déroulement du procès devant le juge. Euh, la notion qui permet ce bouleversement, c'est ce qu'on appelle le droit à la preuve, qui est une des composantes que l'on vient de découvrir du procès équitable. Alors la question qui se pose avec récurrence, c'est comment peut-on obtenir des éléments de preuve qui sont essentiels à l'issue du litige, mais qui sont détenus par la partie adverse, qui bien évidemment refuse de les produire, parce que si elle les produit, elle risque de perdre son procès. Alors pendant très longtemps, la situation antérieure, elle a été réglée par la répartition du fardeau probatoire tel qu'il est énoncé dans le Code civil, à l'article 1353 nouveau et anciennement 1315. Et cet article vous dit deux choses. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier de l'extinction de son obligation. Et vous voyez qu'avec le mécanisme de l'article 1353, si vous ne disposez pas des éléments de preuve qui vous permettent de faire reconnaître votre droit, eh bien, vous ne pouvez pas le faire reconnaître. Donc c'est ce qu'on résume souvent par l'expression, un peu brutale mais assez évocatrice, pas de preuve, pas de droit. Cela étant, on pouvait quand même demander au juge d'ordonner à la partie adverse de produire un élément de preuve qu'elle détient. Mais la Cour de cassation était extrêmement frileuse de ce point de vue-là, et elle considérait, par une jurisprudence qui est absolument constante, je vous en ai donné là que quelques exemples récents, mais elle considérait que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par la partie adverse. Et comme c'est un pouvoir discrétionnaire, ça veut dire que quand vous sollicitez du juge qu'il ordonne la production d'une pièce détenue par la partie adverse, le juge pouvait parfaitement refuser et il n'était même pas tenu de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il refusait et il rejetait votre demande. Alors, comme vous l'avez compris, il s'agit de pouvoir discuter devant le juge d'un élément qui est essentiel à la solution du litige. Et pour contourner le rigorisme de l'article 1353 du Code civil que je viens de vous expliquer là, eh bien la solution, on l'a trouvée dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 6 qui pose l'exigence d'un procès équitable. Et la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour de cassation, ont toujours estimé que pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable, il faut avoir un accès concret et effectif au juge. Or, vous vous rendez bien compte que ça revient exactement au même de pouvoir saisir un juge, mais de ne pas pouvoir faire trancher le litige parce qu'on ne dispose pas des éléments de preuve qui sont détenus par la partie adverse et que celle-ci refuse de produire. Ça revient exactement au même de ne pas pouvoir saisir un juge ou que de pouvoir le saisir et d'être dans l'impossibilité de faire trancher cette contestation. Et donc, la Cour de cassation a, par une série de décisions assez récentes, reconnu le droit à la preuve. Et selon elle, le droit à la preuve peut justifier la production forcée d'un élément qui est détenu par la partie adverse, dès lors qu'il est, et ça c'est les conditions, dès lors qu'il est essentiel à la solution du litige, et quand bien même il pourrait en résulter une atteinte à une liberté fondamentale de l'autre partie, comme la vie privée, le secret des correspondances, le secret des affaires, pour autant que cette atteinte à cette liberté fondamentale, elle est proportionnée au but poursuivi, le but poursuivi étant le procès équitable. Voici donc quelques références récentes de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine. On va essayer de les évoquer brièvement. Dans le premier arrêt, il s'agissait d'un constat d'huissier sur les données d'un ordinateur d'un avocat concernant sa clientèle, donc quelque chose qui est protégé par le secret professionnel.
Dans l'arrêt du 22 juin, c'était un fichier client de la partie adverse. Dans l'arrêt du 16 novembre 2016, c'était des documents qui étaient détenus par l'employeur relatifs à la rémunération des autres VRP de la société. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui touche à la vie privée du salarié, des autres salariés, le montant de leur rémunération, et pour autant la Cour de cassation a admis que l'on puisse produire de manière forcée ces documents pour trancher le litige. Pareillement, dans l'arrêt du 9 novembre 2016, c'était des délégués du personnel qui avaient fait des photos avec leur téléphone portable sur des bulletins de paye qui figuraient sur une table de la DRH, et c'était des bulletins de paye qui concernaient d'autres salariés. Donc encore une fois, des éléments qui ont trait à la vie privée de ces autres salariés. Et à chaque fois, la Cour de cassation, elle approuve la production forcée de ces documents parce que le juge a fait cette recherche de savoir si cette production forcée était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié qui intentait son action, ou bien dans cette première arrêt de chambre civile numéro 1, je ne sais plus de quelle était la circonstance exacte. Donc si c'était indispensable au droit à la preuve, et surtout proportionné aux intérêts antinomiques en présence. Et on retrouve toujours le même contrôle de proportionnalité dans les autres arrêts. Vous voyez, la mesure d'instruction sur les fichiers de la cliente, c'était une mesure d'instruction qui avait été confiée à un tiers, à un expert qui était soumis au secret professionnel, et elle était proportionnée au droit de la compagnie d'assurance pour déterminer s'il y avait bien eu un acte de concurrence déloyale par un des anciens agents généraux de la société du GAN. Voilà, vous pourrez relire d'ailleurs sur le site 1dedroit.com toutes ces références plus en détail. Donc la conclusion de tout ça, c'est que dorénavant, lorsqu'il y a un élément de preuve qui est essentiel à la solution du litige et qu'il est détenu par la partie adverse, l'autre partie peut solliciter sur le fondement de l'article 6 de la CEDH que sa production soit ordonnée devant le juge, et cela conformément aux exigences du procès équitable. Et le juge, l'office du juge, c'est alors de procéder à un contrôle de proportionnalité entre cette exigence du procès équitable et d'autre part l'atteinte aux libertés fondamentales qui en résultent. Alors, quelles sont les conséquences de cette solution du droit, de la reconnaissance du droit à la preuve ? En fait, ces solutions en droit du travail, elles sont extrêmement importantes et elles vont être découvertes par la suite, et ce sera certainement à vous de les plaider. Je pense notamment au contentieux de l'inégalité de traitement, par exemple, ou bien surtout le contentieux de la discrimination dans l'évolution de la carrière du salarié. Vous voyez bien que dans ces cas-là, le salarié, il ne dispose pas des éléments de preuve de comparaison par rapport aux autres salariés. Il ne dispose pas de ces éléments de preuve tout simplement parce que c'est l'employeur qui les détient. Et en même temps, ces éléments de preuve, ils sont absolument essentiels à l'issue du litige, puisque pour pouvoir prouver une inégalité de traitement ou une discrimination dans l'évolution de la carrière, il faut que vous puissiez vous comparer à un panel de salariés dans la société qui exercent des fonctions similaires aux vôtres. Donc, le salarié, à mon sens, peut demander la production forcée de ces éléments de preuve devant le juge, et le juge devrait normalement être enclin à accorder cette production forcée pour pouvoir trancher la contestation qui est portée devant lui et qui a trait à une inégalité de traitement ou une discrimination dans l'évolution de la carrière. Voilà, mais ça c'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez retrouver bien évidemment tout l'article que je viens de vous décrire sur le blog 1 de droit à cette adresse-ci, et je vous remercie. À très bientôt.